Messieurs, dames, bonjour, ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous proposer la preview complète, totale, détaillée, comme d'habitude sur Sparring, vous en avez l'habitude, de cette UFC 315. J'espère que tout le monde va bien. On a eu très récemment le débrief de l'UFC des Moines. On a eu Uppercut spécial avec Lionel et Enzo pour nous parler de tous les combats et de tous les combattants qui ont eu lieu dans ce week-end. Mais pour m'accompagner, je ne suis jamais seul et je suis toujours accompagné par mon fidèle parmi les fidèles, sans qui je n'aurais plus la lumière aujourd'hui. Mon cher Lionel, bonjour. Oh, mais vous en êtes un autre, mon cher Clément. Ouais, week-end de boxe compliqué, event de Des Moines qui était un petit peu en demi-teinte, on va dire. Et c'est peut-être pas forcément avec ce numéroté qu'on va de nouveau voir la lumière, vu que tu en parlais. Donc écoute, on va faire en sorte. Et oui, lui il va nous sortir du Mordor, j'en suis sûr, avec ses analyses. Il n'était pas censé être avec nous aujourd'hui, mais il remplace presque au pied levé un Volk qui a des obligations. Et on lui fait un gros bisou. C'est Ori qui fait son back-to-back finalement. Yes. Les Lakers 2009-2010, c'est beau. Appelez-moi Kyle Pripovic. Pripovec, enfin, c'est terrible, ça commence très très mal cette histoire. Il n'y a pas de problème, on tolère, c'est pré-polé. Non, très content, mais il va falloir un peu gratter pour trouver des trucs intéressants sur le début de la carte Ouais. et même sur le milieu, parce que ça s'emballe vraiment à partir de la fin, mais Ouais, ouais. il y a toujours de quoi faire. Je parlais de sarcasme un peu en début de podcast, c'est vrai que malheureusement on est un peu contraint cette semaine. Moi en tout cas j'ai pas de précédent, peut-être faut remonter à l'UFC 279 et encore, qui m'a vraiment traumatisé celui-là décidément. J'ai pour le coup, je sèche, il n'y a pas un combat, donc une opposition qui m'attire plus que ça jusqu'à la main card. C'est un peu tristoun. Je fais mon Lionel sur ce coup-là. Donc si je suis pisse-froid sur ces early et sur ces prélims, j'imagine que toi aussi tu l'es, Lionel. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué, hein. Nos amis canadiens, j'avoue que chaque fois que l'UFC. Ah ouais, ouais, là vraiment ça flirte effectivement avec le manque de respect. À chaque fois que l'UFC les visite, c'est pas génial. Après, contrairement, le dernier c'était l'UFC 299, sauf erreur, c'était Duplessis contre Strickland en main event. Donc il y a quand même un mieux. On va dire qu'il y a une, il y a une évolution dans le bon sens du terme. Après, ils n'ont pas eu de chance non plus parce que cet event, il y avait eu des tas de combats annoncés qui ont été finalement pas concrétisés. Il y a eu des annulations. Là, avec BSD au dernier moment, on a perdu quand même un des gros combats de la carte. Donc, c'est vrai qu'ils jouent. C'est pas entièrement de leur faute non plus. Et il y a aussi toujours ce principe de l'UFC quand ils vont à l'étranger, ils veulent garnir la carte avec les combattants locaux, ce qui est tout à fait louable. Et j'imagine que pour le public, pour les gens sur place, bah, c'est un avantage. Par contre, bah, on se voit obligé, entre guillemets, d'avoir des fighters et des fighteuses qui sont pas forcément au niveau d'un numéroté, voilà, sans leur manquer de respect. Mais donc on espère que les gens sur place, comme l'ami Arnaud de Guillotine à qui on fait un coucou, y trouveront leur compte. Nous, un peu moins. Et toi, Ori, qu'en penses de cette carte? Ouais, c'est quand même beaucoup de remplissage, hein, franchement. Ils ont trouvé, il y avait des combats à faire, ils ont fait des combats. Il n'y a pas beaucoup de Canadiens en plus, c'est ça le pire. Bon, de manière générale, il n'y a pas beaucoup de Canadiens à l'UFC. Mais ouais, c'est une carte sur laquelle, enfin, des prélims sur lesquels il faut vraiment fouiller pour trouver un truc intéressant. Même les combattants qui sont brandés un peu comme un peu des espoirs, des gars à suivre sur les prélims, moi, ils m'emballent pas des masses. Je sais pas, tu vois, si on peut commencer à citer par exemple Sterling, tu vois. Ouais. Tu vois, effectivement, ils sont un peu, et c'est un peu les prochains prospects et tout, mais c'est pas dingue. Bah, on va dérouler le fil de cette carte de toute façon, puis on va essayer de trouver les combats qui sortent un petit peu du lot dans les early et dans les prélims, comme on a l'habitude de le faire maintenant. Le premier combat de la soirée, c'est peut-être un des moins inintéressants, même si c'est pas trop une expression que j'aime donner sur du MMA. Encore une fois, il faut quand même rentrer dans la cage et tout. Mais c'est Brad Katona contre Almahan, donc le Kazakh contre le local, hein, pour le coup, Brad Katona. On sait que Brad Katona, il a eu un parcours à l'UFC qui est jalonné de haut et de bas. Il est passé par le TUF, il est repassé par le TUF, il est arrivé, il est reparti, il est re-signé. C'est toute l'équipe du crew de Connor, hein. C'est un gars qui fait partie de ce team-là. Bon, finalement,
il a face à lui un combattant qui n'a combattu qu'une seule fois à l'UFC, Almaran, donc, et qui a, même s'il a perdu, il perd contre Oumar fucking Nurmagomedov. Et, Ori, je te donne la main tout de suite, puisqu'on en parlait en off tout à l'heure, c'est pas le pire adversaire qu'a eu un membre du clan Nurmagomedov sur ces 10 dernières années, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, parce qu'il le prend en très très short notice, je sais plus de combien de temps. Non, c'est même plus un short notice, en plus c'était un combat qui bizarrement était prévu par l'UFC, je crois. Ouais, je me souviens, ouais. On s'est tous demandé ce qu'ils avaient foutu sur ce coup-là. Ouais. C'est vrai que c'est très bizarre. Mais en vrai, il avait fait un très bon début de combat. Il avait notamment knockdown Nurmagomedov sur un très beau contre. Ce qui avait un peu pris tout le monde de court parce que tout le monde voyait Oumar lui rouler dessus, on savait pas vraiment qui c'était ce gars qui débarquait à l'UFC. Et puis il me semble qu'au début il avait assez bien défendu la lutte, il y avait eu 1 ou 2 scrambles où Oumar avait dû se dire que ça allait pas être aussi facile que ça pourrait qu'il pourrait le penser. Mais au final, Oumar il lui avait fait du Oumar, il l'avait amené au sol. Même plus que du Oumar, j'ai envie de dire, parce que d'habitude il reste un peu debout, mais dès qu'il avait vu la puissance de Bexat, il avait fait du Father's Plan. Donc ouais, franchement, c'est un peu, moi c'est un combat voir un peu la suite de ce gars-là qui a montré de belles choses contre Oumar, ça m'intéresse. Et puis Katona, c'est un adversaire qui logiquement est largement à sa portée, mais encore une fois, il faut confirmer les bribes de choses intéressantes qu'on a vues sur son premier combat à l'UFC. Exactement. Lionel, toi, tu te positionnes comment rapidement sur ce combat? Oui, non, mais je suis assez d'accord. Moi, j'aime bien Katona, voilà, mais c'est vraiment à l'affect. J'aurais même pas de choses particulières à dire dessus. Ce qui est rigolo, c'est que les deux, Katona a été battu par Merab et son adversaire a été battu par Oumar. Voilà. Donc c'est comme si c'était les battus des derniers belligérants du title spot dans la division qui s'affrontent. Et en fait, c'est un peu à l'image de ce combat qui est un peu un combat de division 2, tu vois, un combat de série B. Après, Almaran, on ne sait pas trop où le positionner pour l'instant, parce que mine de rien, il a qu'un seul combat dans l'élite. Brad Katona, pour le coup, on en a vu suffisamment pour se dire que c'est un combattant qui rentre dans la cage chaque fois pour y rester, quoi. En fait, pour revenir la prochaine fois. Ce qui en dit long d'ailleurs sur le potentiel finalement du mec, mais c'est un mec qui aurait pu être bon dans d'autres organisations, je crois. Je pense sincèrement, tu vois, tu le mets au Cage Warriors par exemple. Je pense à ça en faisant la référence à Dublin, mais c'est un mec, je pense, qui peut être un top 5 d'une organisation de ce genre. Combat suivant, les gars, avec Daniel Santos qui prend le short notice de je crois que c'était Gavin Tucker, voilà, contre Young Yeon Lee, le coréen. Ils ont le même bilan tous les deux, 11 victoires et 2 défaites. Le brésilien combattant que je me souviens l'avoir vu, qu'il avait combattu contre John Castaneda. J'étais tombé sur ce combat-là. Il gagne par KO avec des coups de genoux. C'était il y a au moins 3 ans, je pense. Il est, que je regarde ça, il a 2 victoires et 1 défaite à l'UFC. Il avait été cut avant de revenir. Donc là, il revient, il reprend le short notice. Donc, il était censé combattre contre Daniel Marcos, Saïd Nurmagomedov, David Grant, ça avait été annulé. Il a donc face à lui le coréen, qui lui, pour le coup, c'est un combattant. J'ai des bribes de lui, mais j'ai pas beaucoup de choses à en dire. Qu'est-ce que vous voyez vous là-dedans, les gars? Ils ont le même bilan à l'UFC tous les deux, 2 victoires, 1 défaite, et en l'occurrence le coréen perd contre Haider Amil, le tombeur de William Gomis il y a quelques semaines maintenant. C'est vraiment le plus expert. Ouais, c'est compliqué, là vraiment c'est compliqué, tu vois, c'est un peu le combat qui illustre ses prélims, ses early. On est un peu, je vais pas dire le fond de la catégorie, mais tu vois, pendant que tu les présentais, ça m'a rappelé, je vais reciter l'ami Arnaud de Guillotine, qui récemment, on a eu une discussion, je me souviens plus si on l'a eu sur Twitter, sur un de ses posts, ou bien c'était en off, mais il disait il y a trop de monde. Il y a trop de monde dans le roster à l'UFC. Tu vois, clairement, on est obligé de faire des combats, de garder des combattants qui n'ont pas forcément leur place. On est obligé de les faire combattre. Et quelque part, il y a une sorte de logique, en fait. Cette carte, j'ai l'impression qu'elle est, pour reprendre ce que disait Ori tout à l'heure, on a dû la remplir. Et donc, on prend ce genre de fighters qui, sans leur manquer de respect, n'ont pas forcément leur place à l'UFC. Tu vois, vraiment, tu as dit juste avant que voilà, ça fait partie des combattants qui pourraient performer effectivement peut-être dans une autre organisation, mais là,
je sais pas, ça ne déclenche pas de hype. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Souvent, nous, si on parle de ces combats, on parle de ces early, on fait des previews dessus, c'est parce qu'il y a des combattants qui nous hype, qui sont des espoirs dont on pense qu'ils peuvent être intéressants. Là, je suis désolé, mais c'est pas le cas. Tu vois, moi, ces combattants ne m'éveillent pas grand-chose, en tout cas. Et je Mm. pense pas qu'ils aient un grand avenir dans la KT. Quel que soit le vainqueur ou le vaincu, tu sais, ça fait partie de ces combats. En fait, il n'y a pas d'enjeu derrière, parce que tu sais qu'ils vont garnir des cartes encore pendant quelques temps et se faire cuter dans l'anonymat d'ici 1 an ou 2 selon leurs résultats. Voilà, et je trouve qu'il y en a trop sur cette carte en fait. Voilà. Ce qui explique que cette carte en fait ne déclenche aucune excitation chez nous. Moi, il On y a se quand même un combat comme... truc. Il y a Oui, quand même un truc, et Ori, je te lance là-dessus. Daniel Santos, il a quand même le label Chute Box, comme les Felipe Dos Santos, tous ces gars-là, sans citer les pontes, Charles Oliveira et compagnie. Je peux pas m'empêcher de croire qu'il y a un potentiel divertissant dans ce combat. Bah, franchement, ouais, Daniel Santos, il y a un moment où il était vraiment présenté comme le mini Oliveira, Mm. parce qu'il combat vachement comme lui. Tu citais le combat contre Castaneda, c'est un combat dans lequel il se fait roquer, puis il se relève, il revient. Enfin, vraiment un scénario un peu Oliveresque. Elvis Euh, Banner aussi, qui est dans cette catégorie de gens. qui ont tous la même teinture d'ailleurs. C'est à ça qu'on les reconnaît. Mais oui, en fait, Daniel Santos, il y a un potentiel divertissant, il y a un potentiel fun. Mais c'est vrai que je trouve ça bizarre en fait que ce combat ne hype pas plus que ça. Parce que c'est deux mecs qui sont 11-2, qui n'ont pas des masses de défaites à l'UFC. Jae Yong Lee, le souvenir qu'on a un peu tous de lui, je pense, c'est lui qui tente de brawler avec Haider Hamil. Je sais pas si vous avez cette image en tête. Non, là, comme ça, non. Le combat où il prend un KO contre Haider Hamil, en fait, c'est un combat où c'est du grand n'importe quoi. Dès le début, les deux ils se plantent au milieu, ils swingent des crochets en mode natation, on dirait qu'ils font du crawl. Et à ce jeu-là, c'est Hamil qui gagne. Donc en fait, tu vois qu'il y a un petit potentiel, mais en fait, ça fait partie de ces mecs-là qui sont entrés par le road to UFC. Et c'est assez récent comme organisation. Je crois ils ont lancé ce truc-là il y a 1 ou 2 ans. Ouais. Mais le bilan pour l'instant, il n'est pas fou de ces combattants-là. Il pourrait y avoir quelque chose parce qu'il a gagné à l'UFC. Daniel Santos, c'est pareil, il a gagné à l'UFC. C'est pas des mecs qui sont pas divertissants, mais comme disait Lionel, en fait, c'est un combat qui malheureusement ne mène pas à grand chose. On sait que ces mecs-là sont voués à un avenir qui n'est pas proche du top 15 des bantamweight. Ouais, t'es dans la division 2, encore une fois. En fait, comme il le disait tout à l'heure. Là, pour le coup, on arrive vraiment mal. Enfin, ça m'embête un peu de le dire, mais là, on est pour moi dans le tréfonds de la carte avec le combat suivant. On est au GFL quasiment là. Ouais. Marc-André Barriault contre Bruno Silva. J'ai souvent eu un peu tendance à aimer ou à valoriser sur certains points Bruno Silva. Le fait est qu'il est quand même sur une victoire 6 défaites sur ses derniers combats. Et le dernier combat, notamment en date du Brésilien. Bon, bah déjà, il y avait quand même on était quand même sur une piste bleue, hein. On est passé à la piste noire niveau descente là avec Silva parce que son dernier combat contre Nordiev, il est très pauvre, très faible. Contre Chris Weidman qui perd, l'autre il lui a mis des doigts dans l'œil, il a combattu ultra salement, dégueulassement comme Chris Weidman l'est. Sa presta contre Sharapoutin Magomedov fait pas miteuse. Sa prestation contre Brendan Allen, bon bah il perd par soumission, mais voilà. Le fait est que moi c'est vraiment le combat contre Nordiev qui me fait plonger en croyance vis-à-vis de ce gars-là. Et Marc-André Barriault, bah ouais, j'ai pas grand-chose à dire de lui. C'est vraiment le mec bourru quoi, bourrin, do or die quoi, c'est même pas get rich or die trying quoi, c'est get dead or die trying quoi, c'est limite un peu ça quoi. Donc j'ai envie d'entendre mon cher Lionel sur cette opposition qui juste picture l'excite. Tu me connais bien, tu me connais très bien. Parce qu'effectivement, là, c'est mon mauvais côté qui parle, le côté de moi dont je ne suis pas forcément fier, mais qui existe malgré tout. J'avoue que c'est le genre de combat, quand tu vois la fiche des deux, le profil des deux, je peux pas m'empêcher
de l'attendre un petit peu, mais de manière malsaine un peu, tu vois. Comme quand tu regardes un accident de voiture, tu en as honte, mais tu es fasciné. Là, ce sera un petit peu pareil. C'est-à-dire, tu pressens le combat dégueulasse, mais dans tous les sens du terme, quoi. Parce que ça va s'envoyer des overhands, ça va être à court de cardio au bout de un round, ça va faire n'importe quoi, ça va clincher, ça va donner des coups sous la ceinture. Mais il y a un côté bagarre de bar, tu vois, dans tous les sens du terme, qui, j'avoue, ne me déplaît pas. Parce que contrairement à beaucoup de combats de cette carte, il y a un potentiel divertissement éventuel. Mais ça peut aussi très rapidement se transformer en 3 rounds totalement hideux, où aucun des deux ne va rien faire du tout, et ça va être du clinch et du cage control moisi, et une split decision après un combat soporifique, et je me demanderai, mais pourquoi j'ai pu en attendre quoi que ce soit. Et oui, je rappelle à Ori qui ne l'a peut-être pas entendu, je rappelle à nos auditeurs et viewers, puisque donc maintenant on est sur YouTube, que Lionel a une tendresse pour Nico Price. Donc, j'adore. Plus qu'une tendresse. Que de la tendresse pour ce combat-là. J'adore. Je suis. S'il ne reste un fan de Nico Price, je serai celui-ci. Ouais. On est sur un truc assez triste quand même, hein. Ori, je sais pas dans quelle école tu te trouves là entre nous deux, mais je vais certainement pas le regarder celui-là, quoi. Moi, je pense que j'aurais pas le choix parce que pareil, j'aime bien me faire mal quand même. On est quand même barjots tout ça. C'est vrai que c'est chelou. Mais je comprends la curiosité malsaine, mais en même temps, si Bruno Silva il fait un peu ce qu'il a fait dans ses derniers combats, en fait, il fait plus grand chose, quoi. Bah ouais. Donc, tu vois, le côté brawl, je sais pas. Barrio, en fait, c'est un mec qui était intéressant parce qu'en fait, il avait la réputation de pas prendre de KO. C'est un mec qui pouvait encaisser jusqu'à, au final, te rouler dessus avec son cardio un peu à la manière d'un prime Darren Elkins chez les featherweight. Mais sauf que ces derniers temps, il commence à se faire mettre KO, en fait, du coup, donc son style, ça fonctionne plus trop. Je sais pas, franchement, je suis assez dubitatif. Effectivement, il peut y avoir une espèce de curiosité morbide à voir ces deux vieux monsieur s'enlever des neurones et des années d'espérance de vie avec leur style un peu particulier. Ouais, je sais pas trop quoi en être, je t'avoue. Et ben on va passer au combat suivant, pour la peine. Et puis on en reparlera, si Dieu le veut, en débrief. Mais ouais, c'est un combat qui me terrifie un petit peu. On va pouvoir passer des early au prélim avec Navajo Sterling contre Ivan Arslan. Navajo Sterling qui est finalement là de cette première partie de carte le prospect avec des guillemets. 6 victoires, 0 défaites, passif en muay et en kickboxing, une bonne allonge de jambes et une bonne allonge tout court. Il a face à lui un tank, Ivan Arslan, le croate qui avait perdu au terme d'un combat absolument hideux contre Ion Cutelaba à split decision. J'ai peur qu'Arslan soit trop dense et trop physique et frappe trop fort. Sterling, on l'a vu qu'une seule fois à l'UFC, il combat contre Tuko Tokos, qui est, pour moi, c'est plus un nom de Pokémon qu'un nom de combattant, mais why not? Et ouais, je vais. C'est une marque de sac de frappe, je crois. Hein? Je crois que c'est une marque de sac de frappe. Ah bon? Non, c'est parce que dans ce combat-là, il ressemblait un peu. Ah oui, d'accord, pardon, excuse-moi. Ouais, voilà, c'est pareil. Il y a l'avantage d'avoir un combattant de 27 ans invaincu en 6-0, qui a un combat à l'UFC et qui. Dans lequel, en tout cas, il n'a pas perdu. Donc voilà, j'ai pas grand-chose. Là, je vais être dans la découverte, mais Arslan, moi, je me souviens très bien du combat. Il y a un cœur indéniable, un cardio qui est pas le pire vu la densité du mec, mais il m'en manque beaucoup quand même pour considérer ce mec comme border top 15, puisque faut pas l'oublier, on est chez les light heavyweight. Vas-y, Aurélie, je t'en prie. Bah en fait, je pense que l'UFC a l'impression de le servir un peu sur un plateau à Sterling, qui est un peu, je pense, la next big thing dans cette catégorie. En plus, c'est un mec qui s'entraîne avec Adesanya, je crois. Donc ils aiment toujours un peu avoir des gars de cette team-là qui montent dans ces catégories-là. Et moi, j'ai pas du tout été... Ouais, moi, j'ai pas été convaincu par son combat contre Tokos. Je pense que si t'es un vrai espoir de la division, tu fais comme ce qu'a fait Omar Sy et tu le termines assez vite. Tokos, c'est pour le coup un mec qui a pas du tout le niveau UFC, qui a profité un peu de short notice, de trucs comme ça, mais qui devrait pas être à l'UFC. Et puis ouais, Arslan, c'était dur contre Cutelaba. Hein. Effectivement, il a montré des qualités en termes de cœur, athlétiquement, de cardio et tout, mais il s'est fait un peu
bah, coûter là-bas, quitte à la décision et quitte à à la durée sur un combat, c'est quand même jamais très bon signe, je pense. Il avait montré quelques trucs, ouais, t'imagines. Il avait montré quelques trucs au début du combat, je crois qu'à un moment il touche un peu coûter là-bas, mais pas Ouais, grand-chose c'est d'intéressant sur tout là. Mais les deux ils se touchent assez violemment, ils sont un peu dansés là, un peu dansés, puis après il se passe plus rien pendant le combat, il me semble. Troisième round, Euh, mais effectivement, si Sterling galère contre Tokos, il n'est pas impossible qu'il galère contre Erslan, voire pire. Donc, il peut y avoir effectivement aussi une curiosité malsaine à voir un mec qui est vu comme un prospect se faire terminer par un gars en lequel personne ne croit, quoi. Lionel? Oh, bah, je ne vais pas ajouter grand-chose, si ce n'est qu'on est chez les light heavyweight. Rappelons-nous, donc tout peut arriver. Voilà. Et Ori, tu parlais de curiosité malsaine, dans cette KT, c'est un peu ça. Donc ça peut basculer d'un côté comme de l'autre à tout moment, donc ça éveille la curiosité. Voilà. Cette division éveille la curiosité dans un sens comme dans un mauvais terme. On va voir qu'est-ce qu'il en sera après le combat. Exactement, on passe au combat suivant justement, parce qu'on parlait d'Ion Couté là-bas, la transition elle est toute trouvée, on retrouve le Moldave, probablement le combattant qui est le plus dans les radars avec le moins de talent de l'histoire de l'UFC. Enfin, moi j'ai pas de précédent d'un mec dont on parle autant alors qu'il est franchement nul, très très faible et tout, autant énormément fini et tout, enfin bref, je pense qu'il y a un truc avec la controverse contre Magomed Ankalaev, ça a fait durer ça les choses et donc je pense qu'il y a un lien avec ça. Mais bon, ça reste un truc un peu dramatique. Face à lui, moi, il y a un combattant que j'aime plutôt bien, Modestas Bukauskas. 17 victoires, 6 défaites pour lui. Écoutez, là-bas, c'est du 19-10-1. On est sur un combattant qui a un code postal comme bilan en carrière, donc ça en dit long. Moi, je vois vraiment un chemin de victoire pour Bukauskas. Ori, je te voyais acquiescer, je te laisse dire ce que tu en penses, et moi, je dirai éventuellement ce que j'en pense par la suite. Ouais, moi, je suis comme toi, je vois vraiment le potentiel en Bukauskas. C'est un gars qui a été coupé de l'UFC, qui est allé au Cage Warrior, qui est que pied victoire et qui est revenu. Et sur ses deux dernières sorties, il montre des choses assez sympas. Moi, je pense que c'est un gars qui est assez technique pour la division. Debout, tu vois qu'il essaye de faire assez bien les choses. Il n'a pas énormément de KO power, mais en même temps, son dernier combat, c'est un finish. Je crois que c'est le premier à l'UFC qu'il a d'ailleurs. Ouais, c'est le premier à l'UFC qu'il a. Donc, écoute, franchement, ça devrait le faire contre Couté là-bas, qui effectivement est un mec qui est plus connu pour les manières dont il crie à la pesée sur ses adversaires que pour ses highlights dans la cage. Franchement, si Bukauskas se perd contre Couté là-bas, je pense que là, on pourra officiellement labelliser la Google Weight de Google Weight. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est un do or die pour Bukauskas. Lionel, tu vois aussi Bukauskas dominant. Je précise juste que je suis assez d'accord sur l'aspect stylistique technique de Bukauskas, qui est un combattant assez esthétique à voir. C'est beau, ça se tient bien, c'est très solide sur les fondamentaux et j'aime plutôt bien. Ouais, non, totalement. Mais attention à Couté là-bas quand même, tu vois, parce que tu parles de Couté là-bas comme du plus mauvais combattant de l'histoire. Oui, il a J'ai une pas dit ça. partie, J'ai mais pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Non, je précise. Attends, je vais faire la précision du coup. Pour moi, c'est le combattant qui a le plus de médiatisation au vu du niveau qu'il a réellement. Tu vois? En gros, il est oui. nul, mais on parle de lui. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi l'UFC lui donne l'heure encore en fait. Et précise aussi que tu le détestes et que c'est le combattant que tu es le plus dans le roster. Non, parce qu'il s'appelle Marvin Vettori, le combattant que j'aime le moins dans le roster. Ah, il y a match. Honnêtement, il y a match, je pense. Oh, mais, il est top 10 et pas 10e, comme on dit. Non, mais écoutez, là-bas, il a un style très étrange qui peut faire déjouer. Donc attention. Il y a 9 chances sur 10 effectivement qui perdent ce combat, mais si on se retrouve dimanche ou lundi et qu'il est vainqueur, ce ne sera pas non plus la surprise du siècle. Il a un style bizarre côté là-bas, qui parvient parfois à endormir ses adversaires dans tous les sens du terme. Donc attention, il fait partie de ces gens imprévisibles. Tu sais pas, tu vois, c'est le gars, je parierai jamais contre lui à 100%. Donc sur le papier, il est perdant. Dans les faits, à voir. Ouais, bon. Ben, merci pour ta mesure, mon cher Lionel, puisque pour le coup, nous étions assez d'accord avec Ori. Et puis l'avant-dernier combat des prélims voit s'opposer Jessica Andrade et Yasmine Jasudavicius. 26 victoires, 13 défaites pour Jessica Andrade, 13 victoires, 3 défaites pour Jasudavicius. Il y a Jasudavicius qui, pour le coup, elle
et ranké, tout comme Jessica Andrade d'ailleurs. On est la numéro 5 contre la numéro 9. Moi j'aime bien pour le coup le step que l'UFC veut faire passer à Yasu Davicius, qui est pour le coup quand même grave méritante depuis Natalia Silva quasiment en fait. Faudrait que je vois son déroulé de carrière depuis, mais moi le combat contre Natalia Silva, je m'en rappelle plutôt bien. Mais ouais, à part la défaite contre Tracy Cortez, c'est que des victoires. Et notamment, voilà, Mayra Bueno Silva, c'était une grosse perf, on en avait parlé, je me souviens, Lionel, on avait fait la preview ensemble de ce combat-là. Et puis Ryan Lipski, c'était une belle démonstration aussi. Puis Régis Andrade, elle est un peu un sax malheureusement maintenant. Lionel. Ouais, Andrade, ça devient un peu compliqué et je crains qu'elle ne combatte plus pour les bonnes raisons en fait. Andrade, ça fait un Oui, on moment. en avait parlé. Voilà, effectivement, et ce qu'elle monte dans la cage depuis quelques combats, bah, comme tu dis, elle est clairement sur la pente descendante. Et là, elle fait un peu office de victime expiatoire. J'ai l'impression, tu vois, c'est vraiment comme tu dis le step qu'offre l'UFC à Jasmine. Et bah, Jasmine, bah, on est devenus tous un peu fans, quoi. Voilà, depuis quelques temps. Donc à elle de l'emporter et avec la manière. Voilà, tout simplement. Et tout autre résultat, tout résultat autre, qu'une victoire est convaincante serait presque une contre-performance, vu l'état des deux actuellement. Voilà. Et Andrade, bah, elle fait partie de ces combattantes. Il va falloir, bah, c'est injuste parce que il va falloir qu'elle commence à se poser les questions peut-être du retrait, les bonnes questions, mais en a-t-elle la possibilité? Donc ça à voir. Possibilité financière, hein, bien sûr, j'entends. Ouais, c'était elle qui avait besoin d'argent pour divorce ou c'était Mackenzie Dern? Absolument. Non, Bah, les deux. c'est ça, c'est elle. C'était les Les deux, ouais, deux. non, mais justement, c'est pour ça que Ouais, je pensais à ça. ouais, ouais, absolument, absolument. C'est terrible. Enfin, franchement, d'être obligé de se battre pour sa survie, c'est dingue. Et puis il y avait un moment assez drôle de Rogan au micro après une victoire qui lui avait dit tu vas pouvoir te servir de ce performance bonus pour payer tes factures du divorce. Hein. Ouais, c'était assez rigolo. Ouais, c'est pas trop à lui de dire ça en direct dans la carte. Bon, why not, pourquoi pas. C'est On avait fait rire, en tout cas. Écoute, on parle de Joe Rogan, hein, on n'est pas sur l'être humain le plus. Comment dire? Je sais même pas comment. Je sais même pas. Le plus fin, voilà, ça suffit en fait. Le plus distingué, voilà, c'est ça que j'avais en tête. Mais ouais, il y a du Davicius. En plus, au-delà de ce que vous dites sur Andrade, moi en plus, il y a un truc un peu de quitter qu'elle a développé avec le temps, j'ai l'impression. Où elle est plus vraiment capable de se mettre trop en danger, tu vois, dans des combats notamment au sol, où elle a tendance peut-être à laisser tomber un peu plus vite qu'elle pourrait le faire avant. Là où Yasu Davicius est fort justement. Donc Yasu Davicius, elle est bonne en clinch, elle est bonne au sol, donc on va surveiller ça de près. Pour le coup, c'est un combat que je vais sûrement regarder. Je pense qu'elle va lui mettre deux têtes, hein, physiquement, ça va être. Ouais. Elle est énorme dans la cage, hein. C'est du niveau de Manon Fiorot quasiment en flyweight en termes de. Ouais, mais Andrade, c'est pareil, c'est très musculeux pour le coup. Il n'y a pas beaucoup d'oxygène qui passe dans les fibres, quoi, pour le coup. C'est un autre délire encore. Dernier combat des prélims avec Mike Malott contre Charles Radke. On retrouve Mike Malott. J'ai l'impression de ne le voir qu'au Canada, Mike Malott, ce qui est pas très bien d'ailleurs. J'ai l'impression de ne pas le voir assez souvent aussi. Alors qu'on en parlait comme d'un prospect, hein, de la catégorie des 170. 11 victoires de défaite, un draw. On se rappelle de sa défaite, de l'upset finalement de Neil Magny et de sa défaite qu'il avait été chercher tout seul comme un grand, on va dire, Mike Malott. Malheureusement, j'ai du mal à le situer, Mike Malott, dans la division. On parlera de Charles Radke du combat après. Ori, je te lance là-dessus parce que Mike Malott, mine de rien, ça fait quelques années qu'il est là. On en parle d'un prospect et finalement, il a jamais combattu grand monde. Johan Lennes, on savait très bien qu'il avait pas du tout le niveau UFC, on l'a vu. Fujit, c'est pas un grand combattant non plus. Contre Trevin Giles, bah, c'était un peu pareil. Voilà, moi il me manque un combat référent. Charles Radke, c'est peut-être la plus grosse opposition des trois, mais c'est pas du haut niveau non plus. Qu'est-ce que tu penses de cette construction de carrière, toi, à l'UFC? Bah, c'est vrai que ça fait partie de ces mecs qui, face à franchement des combattants de bottom tier de l'UFC, performent et font des belles choses, mais on a l'impression que face à un autre niveau, tu vois, rien que Trevin Giles, c'est un niveau un peu plus élevé que ses 3 premières victoires à l'UFC. T'as oublié Mickey Gall qui est encore plus significatif. C'était vraiment genre le pire welter de l'UFC, limite. C'est clair.
puis effectivement, pas pouvoir passer Neil Magny en Big 2024, c'est quand même assez inquiétant pour un mec qui est le gros prospect masculin du MMA canadien. Donc ouais, un peu compliqué de le situer. Effectivement, Radke, c'est un mec qui est pas mauvais, franchement. Il a montré de belles choses sur ses derniers combats. On se rappelle du genou qu'il prend au corps contre Prates, mais sur le reste de sa carrière UFC, c'est quand même assez sérieux. Il met KO Semelsberger, il met KO Robina. C'est franchement pas mal. Moi, je pense que je crois qu'il est assez favori quand même, Malotte encore. Mais attention à l'ami Charles Radke. J'ai pas la stat. Moi, j'avoue que je regarde jamais les odds, donc ou quasiment jamais. Lionel, toi, t'es comment sur ce sujet, Mike Malotte, sachant que Radke, finalement, c'est un peu la même chose. Hein. Il a combattu des gars. Moi, Mathieu Semelsberger en 2024. Ouais, c'est compliqué. Mais tu sais, quand tu dis que Malotte combat pas beaucoup en dehors du Canada, il y a peut-être une raison en fait. Tu vois, peut-être que lui ne se sent pas ou que l'UFC ne sent pas de le faire voyager parce que, sans même parler de ce qui peut se passer en coulisses, mais ils ont vu qu'il avait, comme vient de le dire Ori, un niveau, qu'il a touché son plafond de verre en fait, déjà, tu vois. Et c'est vrai que c'est un très bon combattant de moyen de tableau. Voilà, ça reste moyen. Voilà, ça reste moyen. Là, pour répondre à ta question, je fais un aparté. Malotte est favori. Il est favori pour le combat. Voilà, sur à peu près, pas d'énorme, tu vois, moins de 200 et plus 170 pour Radke à peu près. Voilà, ça me semble. Mais comme vous, si Radke l'emporte, je ne serais pas du tout surpris de toute façon. Et je vais dire sur Malotte en fait la même chose que j'ai dit sur Jasmine pour le combat précédent, mais en moins significatif parce que je pense pas qu'on est proportionnellement au même niveau. Mais si Malotte ne l'emporte pas, là définitivement, on aura situé son niveau. Voilà. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est encore prématuré pour parler de plafond de verre, parce que mine de rien, même s'il a perdu un peu de manière moche contre Magny pendant 2 rounds et demi, il le ragdoll, donc faut pas l'oublier non plus. Moi, physiquement, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus dense quand même, Malotte. Quand tu vois les buffles dans la division, à mon avis, par exemple, contre Radke, tu vas voir un Radke qui est sensiblement plus musculeux, plus dense physiquement que lui. Donc attention à ça, notamment sur le combat rapproché. Ouais, c'est possible, mais après, je t'avoue, pour être très, très, très honnête, à l'image de ces entières prélims, c'est un combat qui a du mal à vraiment m'enthousiasmer, en fait. Je peux entendre. Est-ce qu'on passerait pas à la main card, les gars? Il est temps. Yes. Venons-en au fait, puisqu'en plus, on a 2 Frenchies quand même dans cette carte. Et on passe justement au premier combat de la main card. Et cette ouverture de carte, elle se fait avec un Français, Benoît Saint-Denis, que l'on retrouve dans la cage, face non pas à Joël Alvarez, mais à Kyle Prepolec, le Canadien également d'ailleurs. 13 victoires, 3 défaites pour BSD, 18 victoires, 8 défaites pour Kyle Prepolec. Heureusement qu'on n'a pas fait la preview il y a 3 jours, parce que sinon on se serait retrouvé un peu comme des nazes à avoir scouté Joël Alvarez pour rien. Blessure d'Alvarez. Encore une fois, un combattant qui se dit blessé à 10 jours du combat et qui annonce dans la foulée sa montée en welterweight. Est-ce qu'on n'est pas sur une blessure diplomatique parce qu'en fait juste la coupe de poids, le mec n'y arrive pas, il sait pertinemment qu'il n'y arrivera pas. J'en sais rien, mais le fait est que en tout cas 2 informations comme ça en même temps qui se balancent, en tout cas la théorie mérite d'exister. On verra bien sûr s'il y a des infos qui filtrent là-dessus plus tard. Le fait est que BSD, lui, voulait combattre à Montréal. De toute façon, il était déjà arrivé à Montréal, je crois, avec Nicolas Haute et toute l'équipe. Prepolec, lui, il était censé combattre ce week-end. Je ne sais pas si vous avez l'info, mais il était censé combattre ce week-end. Donc, il a fait la prépa. Donc, on aura un combattant qui ne sera pas hors shape contre BSD samedi, mais par contre, qui n'aura pas du tout eu la possibilité, ni le temps, quasiment en tout cas, de scouter vraiment son adversaire. Déjà le niveau de déception, les gars, que vous pouvez avoir, Lionel, peut-être sur ce withdraw de Joël Alvarez. Immense, parce que c'était le 3e combat le plus attractif de la carte, qui vraiment posait des questions qui étaient très indécis. On allait avoir des réponses vis-à-vis de BSD, de son état d'esprit, de son nouveau training avec Haute, enfin face à un adversaire vraiment dangereux et legit, et on n'aura rien de tout ça. Donc hyper déçu. Et toi, Ori? Ouais, c'est vrai que c'est l'adversaire idéal pour voir un peu la progression de BSD, parce que il a vraiment les armes qui ont un peu causé ces défaites, ces 2 dernières défaites à BSD, Alvarez. Donc c'était vraiment le
le bon mec, et en plus, pas, pas impossible, pas une montagne impossible à gravir pour BSD non plus. Là, bon, effectivement, l'UFC fait un peu du fanservice. BSD est français, on est à Montréal, il faut absolument trouver un adversaire. Donc voilà, ils ont trouvé le mec qu'ils avaient sous la main. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais attention, parce que c'est un combat qui effectivement va forcément dans le sens de BSD, mais tout est possible dans la MMA et ça pourrait être un espèce d'accident industriel aussi. Ouais. L'avantage le dernier combat de BSD, il a pris les choses, il a tout fait de travers. Que ce soit avec son camp, que ce soit avec l'entourage, que ce soit avec le game plan, que ce soit avec même finalement l'adversité. C'est un combattant dont on pouvait vanter le fait qu'il soit pas du tout pris par la pression, qu'il soit pas du tout le genre de gars à pouvoir prendre de haut un adversaire. On a vu que il avait comment dire, tout mal fait sur ce fight-là. Le fait est qu'aujourd'hui, avec le travail avec Hot, et même d'ailleurs, au-delà du fait de bosser avec Nicolas Hot, je pense que surtout il y a la prise de conscience et le switch mental qu'il a fait tout seul. Aujourd'hui, donc, on le retrouve face à un combattant, et je pense que tu peux lui mettre n'importe qui, il prendra personne à la légère désormais. Je pense que ce soit avec Hot ou même seul, individuellement, mentalement, je pense que le mec a retrouvé ce qui était finalement sa grande force avant, c'était sa durabilité et son mental. Là, tout ça, en fait, le simple fait qu'il ait fait ces ajustements-là, en amont, fait que pour moi, il n'y a absolument aucun chemin de victoire pour le Canadien, en fait, quoi. Prendre un mec comme ça en short notice qui va t'envoyer des kicks, des middle, et qui va frapper et qui va te mettre la pression, c'est quasiment le profil de ce qui peut se faire de pire, en fait, sur un short notice, quoi. Il va te prendre à froid, tu seras peut-être toi-même pris par l'enjeu, enfin... Je vois aucun chemin de victoire pour Prepolek en fait. Qui en plus de ça est passé par l'UFC, on le rappelle, hein, qui a perdu notamment contre Nordin Tayeb et contre Austin Hubbard, qui est franchement un combattant très 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 moyen. On parlait de division d'Hot tout à l'heure, là on est sur de la Div 3 hein, pour les lightweight. Hein. Ouais, il s'était fait cut de l'UFC, il a fait quelques belles victoires qui font que là il est de retour, c'est lui qu'on appelle pour le short notice. Ouais, effectivement, ça va être compliqué face à un BSD qui va vouloir prouver absolument qu'on n'a pas misé tout ça sur lui pour rien. Tu peux effectivement te dire qu'éventuellement BSD, s'il y avait une faiblesse à extraire de BSD dans un soir où il serait très bon, c'est que sa défense en striking c'est pas la meilleure du monde. Enfin, c'est un mec qui envoie beaucoup de kicks, beaucoup de high kicks, mais c'est très 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 léger comme espoir pour Prepolek, je pense. Est-ce que BSD va faire une stratégie un peu safe à aller directement coller et chercher le grappling? Je pense que c'est quand même, quoi qu'il arrive, le truc à faire. Je pense que. Tu penses? Ouais, carrément, je suis d'accord avec toi. Ouais. En fait, tu laisses quelque part un peu une chance à Prepolek de gagner le combat si tu restes debout avec lui, alors que je pense que si tu fais du BSD, de la pression, il n'y a absolument aucun risque. Il n'y a pas à se remettre par Prepolek, je crois. Annule toutes les chances adverses, je suis d'accord avec toi. Si tu veux le brûler, etc., finalement on dira, ouais, bah. Limite, on dira même, tu vois, que Hot aura pas bien fait son travail, quoi. Et on l'a vu avec Nassour, et on le voit, le mec fait bien son travail pour le coup. Lionel, toi, niveau chemin de victoire, t'es d'accord avec nous sur le fait d'aller finalement coller, lutter, changer de niveau, attraper les jambes, faire tomber, et ground and pound, et en 2 minutes, c'est plié? Ouais, mais j'ai l'impression que, sans manquer de respect après Polek, mais qu'il y a une telle différence de niveau, et surtout en plus avec le short notice, que quel que soit le chemin, la victoire est au bout. Tu vois, il n'y a jamais de combat joué d'avance à 100%, hein, mais il y en a quand même qui sont plus envisageables que d'autres. Voilà, clairement. La mafia polonaise, là, les Gamrot et Rebecki qui voulaient prendre BSD, on peut en parler rapidement. Ça aurait été relou, hein. En une semaine comme ça, franchement, il l'a échappé belle. Hein. Parce que ce soit Rebecki comme Gamrot, limite, j'ai l'impression que stylistiquement, Rebecki c'est encore plus relou que Gamrot pour BSD. En tout cas, c'est mon avis. Après, Gamrot a quelques jours de l'événement sans préparation. Ouais, puis il est quand même très unidimensionnel. Là où BSD, sans être une machine de guerre de polyvalence, a des choses à proposer dans tous les secteurs quand même. Mais par contre, ce qui est intéressant, au-delà de ça, c'est que j'ai l'impression que BSD est devenu
un nom dans leur gars pour les autres fighters, tu vois, pour qu'ils l'appellent comme ça, c'est qu'ils sentaient qu'il y avait une possibilité de se mettre en avant au niveau médiatique, tu vois. Au-delà même du numéroté, parce que Gamrot ne voulait pas l'affronter pour cet event, tu as vu, il l'a call out pour la semaine prochaine. Donc c'est même pas une question d'apparaître sur une carte de pay-per-view, c'est que BSD semble être devenu dans la division un nom à accrocher, tu vois, un nom significatif. Il y a 3 choses à dire de ça. La première chose, c'est que Gamrot, BSD a réussi là où Gamrot a échoué, à combattre Poirier en l'occurrence. Donc tu peux récupérer cette hype-là. La deuxième chose, c'est que Gamrot et Poirier sont dans le même gym. Donc tu peux avoir les conseils de Poirier pour taper BSD. Et la troisième chose, c'est que Gamrot, il est censé combattre contre Ludovic Klein, qui est hors top 15. La possibilité de combattre un combattant numéro 13, c'est que même si tu perds, tu restes dans le top 15. Alors que si tu perds contre Klein, tu sors. Et tu sors de beaucoup de conversations d'ailleurs. Donc pour ces 3 raisons-là, même tu vois sans réfléchir, pour moi il y a une petite évidence sur le fait que Gamrot s'excite un peu là-dessus. Pour moi c'est pure conjecture. Ouais, c'est possible. Oh non, c'est possible. Mais puis pauvre Gamrot. J'ai l'impression que c'est l'un des dindons de la farce de la KT. Donc quelque part. On parlait des combattants que j'aime pas. Tu sais très bien qu'il est dans le top 10 aussi, Gamrot, chez moi. Donc. Et il n'est pas 10e non plus. Et il n'est pas 10e non plus. Bon, ça, je dirais que je me penche un peu sur la question finalement. Je sais pas où placer. Et ben, on va pouvoir passer au combat suivant, je pense, parce que, sauf si Ori, t'as un truc à rajouter sur BSD ou Lionel d'ailleurs. Mais finalement, là, vu la direction qu'a pris la semaine de BSD, finalement, que peut-on dire d'autre, quoi? Le problème, c'est que ça va être un combat qui ne servira à rien, parce que quoi qu'il arrive, c'est pas un combat qui va le faire jumper dans les rankings, et c'est un combat qui l'amènera en cas de victoire au même point qu'il était avant de prendre Alvarez, en fait. Ouais. Je pense qu'au prochain combat, après une victoire contre Prépolek, j'arrive pas, je galère avec son nom depuis tout à l'heure, je l'ai sous les yeux, à chaque fois que je le dis, je dois checker. Prépolek, c'est pas si compliqué en plus. Donc écoute, il faudra juste assurer pour BSD, faire en sorte d'être dispo pour Paris aussi si jamais ils font ça en septembre, tu vois. Ce serait bête de je sais pas, de se blesser sur un combat où il est largement favori comme ça et de pas être dispo pour Paris en septembre, parce que je pense pas que ça a été confirmé encore Paris en septembre, mais pas en septembre, mais Dana White a confirmé qu'il y aurait un UFC Paris en tout cas. Donc ouais, il va falloir penser à la suite avant même la fin du combat, je pense. Ouais, c'est clair. Combat suivant entre Alexa Grasso et Natalia Silva, la numéro 1 contre la numéro 5 de la catégorie phare des flyweight féminines, catégorie qu'on aime beaucoup et on va en reparler dans pas longtemps d'ailleurs. Qui veut se lancer sur la question, parce que je fais toujours les ouvertures de combat depuis tout à l'heure. Moi, pour le coup, moi tous les combats de la main je les aime bien, donc pour le coup j'ai pas de préférence ou pas. Mais la perspective de voir ce combat-là me plaît beaucoup. Voir revenir Grasso sur la même carte que Shevchenko, j'aime beaucoup. C'est un point de passage important pour les deux, en fait, j'ai l'impression. Ouais, Silva, on avait un peu du mal. Enfin, pour l'instant, on a encore un peu du mal, je pense, à la situer face au top de la catégorie, parce que sa dernière victoire, c'est Andrade, mais bon, on l'a dit il y a quelques minutes, elle est plus dans le top de la catégorie, elle est plus au niveau des Grasso, des Shevchenko, elle est loin de ça, Andrade. Donc ça va être hyper intéressant. Combat entre quand même deux strikeuses qui aiment être à distance, qui aiment bien envoyer en combinaison. Silva est quand même plus orienté kick, je pense, et Grasso un peu plus boxe anglaise, je dirais. Ouais. Mais ça va être hyper intéressant. Silva, elle est magnifique à voir combattre. Contre Andrade, elle mettait des espèces de sidekick au visage, c'était vraiment propre. Franchement, c'est une des rares combattantes où dès ses premiers combats à l'UFC, tu t'es rendu compte, là il y a quelque chose là. Ouais. Je suis assez d'accord. C'était le combat contre Yazid Davicius, par exemple, sur son premier combat à l'UFC. Je l'ai revu là en scoutant un peu les choses pour le podcast. Et même si c'était encore très imparfait, parce qu'elle est jeune encore, hein, je sais plus quel âge elle a, mais elle a 28 ans, je crois. 28 ans, Natalia Silva. Son premier combat, donc elle en avait à peine 25. Et la prestation qu'elle fait contre Yazid Davicius, il y a des up and down, mais franchement, tu vois déjà quelque chose. Et là, depuis qu'elle est à l'UFC, c'est simple. Enfin, cite-moi un combattant qui est en 6-0 sur ses 6 premiers combats à l'UFC, il n'y en a quand même pas des masses. Donc, lui donner Grasso, ça a du sens. Comme tu dis, stylistiquement, debout, il y a quelque chose d'assez différent, même si les deux peuvent avoir un esthétisme dans leur domaine.
Je vois quand même bien Grasso, justement pour combler la difficulté liée au striking de Silva, à brawler et à miser sur la virtuosité de ses soumissions pour aller au finish, au sol en fait. Enfin, même contre même le troisième combat contre Shevchenko, elle tente encore des choses. Elle tente à un moment donné un triangle inversé quand elle est sur le dos, qui est mine de rien pas si loin de passer. Elle a cette créativité, ce coup d'œil et cette réactivité pour aller chercher des choses brillantes, Grasso. Donc je pense qu'elle a tout intérêt à amener les choses en ligne basse et au sol en l'occurrence. Lionel. Ouais, mais elle est belle la boxe de Grasso, hein, quand même. Hein. Donc, si ça reste debout, ce sera pas surprenant non plus. Hein. Mais c'est un combat passionnant. Ouais, comme vous, je suis vraiment très très intrigué. Et notamment, comme l'a dit Ori, on va connaître le réel niveau de Silva en fait. Voilà. Je sais, elle a brillé contre des gens qui n'étaient pas dans l'air raréfié. Là, elle va y entrer. Voilà. Donc, pour elle, c'est vraiment c'est pas le do or die, mais en tout cas, il va vraiment avoir le test. Et Grasso, bah, elle aussi, surtout, moi, je trouve que c'est, contrairement à toi, je trouve un peu cruel de la mettre sur la même carte que le title shot. Avec une fille qu'il a battue juste avant, j'aurais préféré qu'elle revienne un peu dans l'ombre, tu vois, de manière un peu de son côté. Bon, c'est comme ça. L'UFC veut peut-être aussi envoyer un message à ce niveau-là, mais Grasso, on va voir où elle en est aussi, comment elle s'est remise de la défaite quand même qui avait été sans contestation contre Shevchenko. Et puis peut-être que Grasso, elle va montrer aussi son réel niveau également, qui, moi je pense, est tout au-dessus. Ça va être intéressant. Voilà, ça va être intéressant parce que j'ai beaucoup de questions et j'espère avoir des réponses, un peu à tous les niveaux, notamment au niveau mental, concernant Grasso. Ok. Moi, le deuxième combat contre Shevchenko me donnait plutôt des garanties sur son mental, mais je peux comprendre que tu en as encore besoin. C'est tout à fait plausible. Quand je dis mental, c'est pas qu'elle a lâché, tu vois, mais c'est comment est-ce qu'elle va revenir après la perte de son titre, en fait, tu vois. Voilà. Est-ce qu'elle va vouloir combattre de manière assurée, de manière agressive, ou au contraire, va-t-elle chercher à sécuriser le plus possible? Donc, si jamais Silva veut l'emmener dans les autres troupes du striking, effectivement, ce dont tu as parlé, le fait d'aller au sol, ça pourrait être une sorte d'échappatoire entre guillemets, tu vois, pour sécuriser quelque chose au lieu de partir à la guerre. Voilà. Le mental, c'était. Voilà. Non, mais ça dépend comment c'est fait, en fait, tu vois. Le mental, c'était, je me suis trompé de terme, c'était plutôt avec quelle mentalité va-t-elle aborder ce combat. Ok. Ouais, non, c'est tout à fait juste. Puis comment se remettre dans le grind aussi? Quand tu as connu 2 ans où tu combats l'une des plus grandes combattantes de ta catégorie, de l'histoire de ta catégorie, que tu arrives à le prendre, et que le deuxième, tu rivalises à tel point qu'il y a un draw, tu perds après, ok, certes, mais comment repartir, même sans parler de ça, au charbon, alors que tu as connu les le plus top hauts tiers, en niveau, fait. ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais. Après, souviens-toi que Grasso est mexicaine. Ouais. Donc voilà, On a une sensibilité. Voilà, elle est faite d'un métal particulier. Ah, c'est clair. Et tu vois, on parlait du fait qu'on ne connaît pas encore forcément le vrai niveau de Silva, mais quelque part, Grasso aussi en soi. Est-ce que Grasso, les deux nuits qu'elle a eu contre Shevchenko, le combat où elle va par soumission et le draw, c'est un truc exceptionnel qu'elle ne refera plus jamais de sa vie. Est-ce que tu vois son vrai niveau, entre guillemets, il est plus proche du troisième combat? Effectivement, c'est hyper intéressant après tout ça, après ces combats-là, de voir où elle en est, quoi. Pour moi, le premier combat, il y a l'opportunisme à la mexicaine, on va dire. L'odeur du sang. Le deuxième combat, on a vu le prime. Le troisième combat aussi, tu as le droit de passer une mauvaise nuit, hein, d'avoir un training camp. Les training camps sont certainement pas linéaires. L'état de forme le jour d'un combat n'est certainement pas linéaire. Je pense que le prime est sur le deuxième combat contre Valentina. Et le plus gros down finalement de son niveau aujourd'hui, c'est le troisième combat. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la densité dans les KT féminines nous montre que quand tu as atteint ce niveau-là, tu ne t'abaisses plus après arriver à un certain âge. Elle a que 31 ans, hein, Grasso. Moi, je pense qu'elle va le prendre le combat, honnêtement. Je pense qu'elle va le prendre et potentiellement par finish, soumission round 3 par exemple. Allez, allons-y. Mais pour le bien de la KT, je pense qu'un KO de Silva, tu vois.
Bah, la KT elle vit bien avec Grasso, hein. Mine de rien. Elle est arrivée comme une météorite. Admettons, regarde Manon, elle prend la ceinture à Valentina, et c'est ce qu'on espère tous. Bah, tu fais un Manon Grasso. Moi, tous les jours, hein, de toutes les mains que vous voulez, je les signe, hein, ces duels-là. Donc, Ouais, puis une défaite de Silva contre Grasso, ça veut pas dire qu'elle serait rincée non bah, plus. Donc, voilà. Elle effectivement, a que 28 tu peux points. regarder cette carte. Non, moi je suis pas du tout embêté par la présence de Grasso. C'est pas Michael Chandler qui passe 3 ans numéro 4 de la catégorie des lightweight, tu vois. Enfin, voilà quoi, tu vois. Là, on est quand même sur une combattante qui a prouvé au plus haut niveau. Donc, moi, je suis assez hypé et assez heureux de sa présence, mine de rien. Combat suivant, les gars, ou vous avez encore un truc à redire sur ce duel? Non, moi je voudrais juste indiquer, mentionner, rappeler, tu as parlé du deuxième combat entre Shevchenko et Grasso. On l'avait débriefé ensemble et ça reste, tu te rappelles, on l'avait dit à l'époque, moi je pense l'un des plus beaux combats féminins de MMA que j'ai vu. Tout Oui. KT, toute division confondue, toute époque, un niveau technique incroyable, Voilà. notamment debout. Et quand tu parles de Grasso Prime, on y était à 200%. Eh ben, tu fais bien de le repréciser, puisque je me rappelle même d'un article qu'on avait fait, et on avait mis ce combat-là sur notre top 10 des combats de l'année, et on l'avait mis très haut. Je crois qu'on l'avait mis 2 même de mémoire, ou 3, Ouais, je sais c'est plus. Très 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 haut. possible. Ouais, Ouais. c'est très très possible. Et ben avant de venir à l'autre duel immense, évidemment, de cette catégorie qui nous attend, on fait un petit crochet par les bantams masculins avec la légende, la méga légende, José Aldo, qui est parti mais pour mieux nous retrouver. Et face à lui, Ayman Zahabi, donc le Canadien, 12 victoires de défaite pour le Canadien, 32 victoires, 9 défaites pour José Aldo. Moi, j'avoue que pas. J'ai quelques réserves en fait sur Zahabi, pardon. Je trouve pas que ce soit un. En fait, j'aurais pu avoir des aspirations envers lui s'il avait 10 ans de moins en fait. Le problème, c'est qu'à 37 ans, je trouve que c'est un combattant qui est quand même relativement inabouti, puissant, hein, qui a un bon coup d'œil, qui a un bras arrière qui est plutôt de qualité, qui est plutôt réactif d'ailleurs pour checker les low kicks, parce que j'ai regardé un peu ses combats et tout. Il a certaines qualités, mais je peux pas m'enlever de la tête le premier round contre Javid Basharat, où en fait il se fait dominer par un mec qui est euh, quasi unidimensionnel. Javid Basharat et pas Farid Basharat. Javid Basharat, c'est un combattant c'est un mec qui te brûle, qui t'emmène au sol et qui te contrôle. Il te finit pas, il termine pas, que ce soit par soumission ou par TKO, il te contrôle. Le premier round de Zahabi contre Javid Basharat, Javid, il envoie des sidekicks, il est à distance, il fait ce qu'il veut pendant un round. Et là, je me dis, ok, bon, dans la suite du combat, Zahabi mérite sa victoire, serré, mais mérite sa victoire, très bien. Je pense intimement que José Aldo, même à cet âge-là, est peut-être 2-3 fois meilleur que ce mec-là, en fait. Sincèrement. Ori, vas-y. Bah, c'est vrai que s'il vient avec son style habituel de striker à distance contre José Aldo, ça va être très très compliqué. C'est un match-up qui déjà est très bizarre. Pourquoi est-ce que l'UFC fait ça à José Aldo en fait? Le mec revient, on a l'opportunité de voir de beaux combats parce qu'on a vu qu'il avait encore le niveau du top 10, voire du top 5 de la KT. Et il a enchaîné Martinez, Batista et Zahabi qui sont quand même aux yeux du grand public d'illustres inconnus. Et même nous, tu vois, en tant que fans un peu plus connaisseurs, on aurait tous préféré le voir contre des Sandhagen, des mecs comme ça. Mais bon, c'est le choix de l'UFC. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que, en fait, je me suis rendu compte de son âge là en regardant un peu 38 ans. la carte. Je savais pas du tout qu'il était aussi vieux. Parce que moi, j'avais bien aimé son combat contre Munoz, mais tu vois, encore une fois, striker à distance contre Munoz et striker à distance contre Aldo, c'est pas la même sauce. Puis Munoz, lui, pour le coup, il y a une vraie chute. C'est pas la pire chute, mais il y a une vraie chute de niveau et de compétitivité depuis maintenant, finalement, depuis sa défaite contre O'Malley, quoi. Après, s'il fallait trouver des espoirs pour Zahabi dans ce combat, on peut se dire quand même que son frère c'est Firas Zahabi, que c'est plutôt un génie du combat, que Aldo a quand même montré des blueprints pour perdre sur ses derniers combats, tu vois. Ce qu'a fait Merab et ce qu'a fait Batista, ça se ressemble un peu. Le côté frustration contre la cage. C'est horrible, hein. C'est horrible, il aurait pas dû gagner, hein, mais j'ai envie de te dire, c'est un truc. C'est un truc face auquel Aldo a pas des masses de réponses en fait. Tu le vois très très vite être frustré quand il se fait pousser contre la cage et il préfère lever les mains en l'air et regarder l'arbitre en mode c'est par nous plutôt que de choper un underhook ou faire un truc comme ça. Donc
je me dis que Zahabi a quand même la possibilité de pourrir le combat, mais en même temps, est-ce que physiquement il aura la puissance pour appliquer ce genre de game plan contre Aldo, parce qu'on sait qu'Aldo, l'amener au sol c'est très compliqué, mais en fait ouais, tu peux le garder contre la cage. Faudra voir, mais en tout cas, s'il nous fait du Emain Zahabi d'habitude, ça va être chaud. Lionel, t'es d'accord avec ça? À 200%. Moi non plus, je comprends pas le match-up. Je comprends pas ce que fait l'UFC avec Aldo. Je comprends même pas ce que fait Aldo lui-même. Je comprends pas la tenue de ce combat et tout ce qu'a dit Ori sur le fait de contrer Aldo. Ouais, complètement. Sauf que pour moi, Zahabi n'a pas le talent pour faire ça, tout simplement. Sans lui manquer de respect. Mais Zahabi, moi je suis gros fan de Firas. Vraiment, j'adore sa philosophie, sa mentalité et sa vision du combat. Mais encore faut-il avoir quelqu'un qui puisse l'appliquer ensuite. Et je pense que son frère ne les a pas, ces capacités, tout simplement. C'est un combattant valeureux. Voilà, valeureux, c'est un bon combattant, mais je pense que Aldo, je vais en faire beaucoup, mais même un Aldo à 50 ans, s'il fait pas n'importe quoi et il se maintient en forme, est en mesure de contrer un Zahabi aujourd'hui. Donc, ouais, c'est un combat aussi haut sur la carte, en plus, je comprends pas trop. Je comprends pas. Je suis assez d'accord. C'est pour le nom d'Aldo aussi, hein. C'était pour essayer de ramener du monde un peu pour voir ce combat-là. Un public, notamment brésilien, bien sûr, mais international. Parce que José Aldo, c'est quand même. C'est pour certains, c'est le plus grand combattant de l'histoire. Donc voilà, ça joue aussi un petit peu. Ouais, bizarre à la fois de reconnaître qu'il a un nom en le mettant sur la main card, mais en même temps de lui mettre des no-names, tu vois. Franchement, ça a aucun sens. Ouais, c'est un peu curieux. Franchement, voilà, on va le voir et on va en reparler après, hein, mais moi j'ai envie de parler du co-main là. J'ai envie de parler du co-main. Valentina Shevchenko contre Manon Fiorot, notre Frenchie. Enfin, ce combat a lieu. Enfin. Ça fait des années qu'on attend que ce combat il arrive. Ça y est, enfin, il est arrivé. On a mis des bâtons dans les roues à Manon Fiorot. On a mis Erin Blanchfield, alors que c'était pas obligatoire, sur son terrain. Elle a ragdoll, elle a massacré tout le monde. Pas forcément dans des finishes, mais dans des victoires qui sont juste sans la moindre contestation, quoi. Et face à elle, donc, potentiellement, ou en tout cas peut-être l'être la première ou la deuxième plus grande combattante de la catégorie de l'histoire de l'UFC, à l'âge qu'elle a. Encore une fois, Valentina, elle s'est sortie d'une trilogie, j'imagine quand même assez énergivore contre Alexa Grasso. Elle a peut-être eu le sentiment qu'elle n'allait jamais retrouver sa ceinture. Elle a retrouvé en tout cas de sa superbe dans le troisième combat contre Alexa Grasso, mais elle a 37 ans aujourd'hui, 29 combats professionnels. Manon Fiorot, mine de rien, c'est pas la plus jeune, hein, non plus, mais elle a une vitalité qui me semble supérieure. On va parler de toute façon du combat dans les détails maintenant. On va commencer avec toi, Lionel. Pas forcément les chemins de victoire, mais au niveau stylistique, l'adversité et le duel finalement en fait auquel on va assister. Comment l'imagines-tu? Moi, je trouve que alors, on est peut-être biaisé parce qu'on est français, forcément, même inconsciemment, mais moi je trouve que c'est un duel, un combat passionnant. Et toute catégorie et tout sexe confondu, hommes et femmes, je trouve que c'est l'une des oppositions les plus intrigantes qu'on puisse faire aujourd'hui, vraiment. Surtout vu le niveau des deux actuels, et je trouve que leur trajectoire se croise au meilleur moment. Vraiment au meilleur moment. Parce que tu m'aurais dit ça à l'époque du Shevchenko, quand elle se fait battre, même après son combat contre Santos, qui avait été très compliqué, l'époque du Grasso 1, on avait l'impression qu'elle était en perte de vitesse, et là, comme tu l'as dit, le dernier combat, c'est redevenu quasiment la reine Valentina. Et face à une Manon en pleine bourre, je trouve ça passionnant. Voilà, c'est vraiment le combat arrive au moment parfait. Et au niveau stylistique, écoute, c'est intéressant, j'ai l'impression qu'on a une opposition entre une combattante qui est plus talentueuse et complète, Valentina, voilà, qui sait tout faire, qui sait tout bien faire, qui a des chemins de victoire à peu près partout, en striking, par KO, à la décision en dominant, au sol en soumission, elle peut t'amener partout, elle peut dicter le combat, elle peut combattre en contre, elle sait tout faire, c'est bien ça, elle sait tout faire. Mais face à elle, elle a quelqu'un qui est peut-être qui a moins de style, qui est un peu plus brut dans tous les sens du terme dans ce qu'elle propose, mais qui par contre a peut-être le profil parfait, que ce soit au niveau tactique, technique, mais aussi physique,
pour la contrer. En gros, Fiorot, elle est peut-être moins fluide dans la cage et elle est moins belle, entre guillemets, à regarder parce qu'elle a un style qui est moins coulant et moins technique que celui de Shevchenko. Par contre, c'est ultra efficace. Elle est hyper puissante. Visiblement, elle a fait un camp de démons. Donc, on le sait, de toute façon, elle a un cardio illimité. Le mental, il est là. Elle est très puissante. Je pense que d'un point de vue gabarit, elle dépasse Shevchenko. Donc, je pense que, avant de rentrer vraiment de manière plus stylistique dans le sportif, elle a le style parfait pour contrer Shevchenko. Vraiment. Donc, moi, c'est un combat qui m'intrigue, au-delà du côté un peu cocardier et même régional, qui m'intrigue énormément. Toi, oui, c'est l'échelle de proximité, elle est carrément régionale chez toi. Absolument. Ori, quand Aldric Cassata dit que Manon est plus forte que Shevchenko, t'es d'accord avec ça? Franchement, ouais, moi je trouve que intrinsèquement, je sais pas, mais en tout cas en termes de match-up, de style, je trouve que ça s'imbrique vraiment très très bien pour Manon Fiorot, dans tous les sens du terme, au niveau physique, au niveau technique. Tu vois, je pense que par exemple, une arme comme le sidekick de Manon, je suis hyper curieux de voir si ça marchera sur Shevchenko, mais je pense que c'est un truc qui peut vraiment la surprendre et casser un peu le rythme, parce que Shevchenko c'est une combattante de rythme en fait. Tu sens que une fois qu'elle commence à dérouler, c'est compliqué de l'arrêter, mais quand elle arrive pas à commencer à dérouler, comme par exemple le deuxième combat contre Santos, tu vois. le deuxième Oui, contre Grasso par exemple. où elle prend un knockdown qui la casse un peu dans sa dynamique et elle n'arrive pas vraiment à revenir pour reprendre les choses clairement en main. Enfin, pareil, tu vois, sans rentrer encore trop dans le détail, je pense que le côté physique et la force de Manon, ça va vraiment la faire un peu bugger, tu vois, sur ses premières tentatives d'amener au sol, surtout que c'est un truc avec lequel elle a toujours eu un peu de mal, Shevchenko, la physicalité. Contre Santos, c'était un peu ça. Contre Nunes aussi. Bon, pour le coup, Nunes, c'est une fille qui a eu une ceinture, même 2 catégories au-dessus. Il y a des moments où Shevchenko, elle se jette pour essayer d'avoir un takedown, et en fait, techniquement, c'est bien, mais tu sens qu'il manque un peu de force, et au final, c'est Nunes qui finit au-dessus. Je vois un peu ce genre de choses potentiellement pouvoir arriver avec Manon. Après, est-ce que Manon aura les ressources mentales pour aller jusqu'au bout du combat face à Shevchenko et garder les choses en main, tu vois, si ça commence comme ça. Faudra voir, parce que je pense que Manon n'a pas tant été mis en difficulté que ça à l'UFC pour l'instant. Ce sera le moment, ce sera un peu le test ultime. Mais comme disait Lionel, franchement, c'est le moment parfait pour que ce combat arrive. Je pense que si jamais Manon prend le combat juste après Chookagian, comme c'était prévu à la base, tu sais, elle se fait les croisés. Ouais, c'est peut-être un poil tôt, ouais, t'as raison, peut-être. Tu vois, là, je trouve qu'elle a fait que progresser. Son dernier combat contre Blanchfield, il était hyper convaincant. Et puis voilà, elle a déjà eu, enfin, on sait pour le coup que Shevchenko, le grappling, c'est un truc sur lequel elle se repose de plus en plus ces derniers combats. Quand elle voit que debout c'est un peu dangereux, elle n'hésite pas. Et moi, je pense vraiment que j'ai vu beaucoup de vidéos d'entraînement de Manon, et quasiment à chaque fois, j'ai l'impression qu'elle défend des takedowns en fait. Donc, je pense que le camp est bien au courant que c'est le game plan que Shevchenko va mettre en place. Il faudra voir. Mais franchement, j'ai pas mal d'espoir. Mais encore une fois, c'est un peu compliqué d'évaluer notre biais en fait, tu vois, à quel point on est biaisé ou pas dans ce combat. Moi, j'ai l'impression que vraiment la clé, elle est sur la capacité qu'aura Manon à résister à tous les takedowns, à toutes les entrées de Shevchenko pour le sol. On l'a vu contre Grasso dans le 3e combat. Shevchenko, elle est capable de varier même d'intensité et de faire des feintes de takedown pour remonter ensuite et envoyer le crochet arrière. C'est ce qu'elle a fait plusieurs fois contre Grasso, et Grasso, elle a jamais trop trouvé la solution à ça. Moi, je pense vraiment qu'en fait, le début du combat, il va être à l'avantage de Manon, et que ça risque peut-être d'être même assez flagrant, parce que ça va être du combat debout, et que Manon, en fait, t'as pas d'équivalent dans la catégorie, même Grasso, même Shevchenko, t'as pas d'équivalent sur les enchaînements. Elle est capable de frapper à 2, 3, 4 temps, parfois même, non, peut-être pas à les 5, parce que ça fait quand même beaucoup, mais même sur des enchaînements à 4 temps, elle est capable de faire des dégâts, et en finissant par un middle, souvent d'ailleurs. Manon, là-dessus, elle a pas d'équivalent. Elle est ultra compétente, ultra douée. Ça vient de son passif aussi en dehors du MMA, évidemment. On l'a vu contre Blanchfield. Ce combat-là, en fait, nous donne énormément de garanties sur le fait qu'en fait, elle est capable de tout faire. On vante la polyvalence de Shevchenko, mais Manon, avec un style un peu comme dit Lionel, un poil moins virevoltant, peut-être un peu plus brut de décoffrage, certes. Elle est, pour moi, tout aussi polyvalente que Shevchenko. Certes,
lorsqu'il va s'agir du sol, elle sera moins dans une logique elle sera plus dans une logique de ground and pound plus que dans une logique d'aller choper le bras pour aller faire une kimura et tout, certes, ce que Shevchenko peut faire, certes. Mais si on a vanté la qualité en kick de Shevchenko pendant des années, je pense que celui de Manon, le kicking game de Manon est supérieur. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent à l'UFC chez les filles, en tout cas dans cette catégorie-là sur les kicks. Sur le maintien de distance, sur la gestion de la distance, sur la réactivité, sur le travail en contre, notamment avec le bras arrière en ligne. Même si Shevchenko est très forte et elle peut-être frappe plus fort d'ailleurs, Manon est aussi très, très douée et a beaucoup d'aptitudes là-dedans. Moi, la configuration de combat où j'ai un peu peur, en fait, c'est sur le clinch, où même si Manon est douée aussi, finalement, j'ai peur qu'on arrive sur une configuration où Manon prend les 2 premiers. Valentina, elle commence à envoyer des tentatives de takedown, ça marche, mais Manon arrive à se relever, et ensuite, on reste sur du cage control, où là, Valentina travaille. Je sais pas, fondamentalement, je ne sais pas, pour le coup, laquelle est la plus compétente dans le clinch. Mais j'ai peur que si Manon arrive à parfaitement défendre les takedowns qui viennent de loin, je sais pas si elle arrivera à défendre ceux avec la puissance qu'a Shevchenko, ceux qui partent depuis le cage control. J'en sais rien. Et là, pour le coup, si tu commences à réussir des takedowns là-dedans, ça peut être un peu plus compliqué. Voilà un peu ce que je vois dans cette adversité. Ce qui me rassure par rapport à ça, par contre, c'est que Manon, on l'a vu contre Blanchfield, la puissance qu'elle est capable de dégager du bas de son corps, très très impressionnant. Elle a réussi à résister au clinch de Blanchfield, qui est une de ses forces, et elle a réussi même, tout en puissance, à envoyer Blanchfield au sol. Respect. Donc voilà, quand t'as autant masterisé Blanchfield, c'est la dernière case cochée pour être legit face à Valentina. Je vois un 47-46 Manon. 48-47. 48-47, pardon, excuse-moi. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le côté clinch. Pardon Lionel, si t'avais un truc à dire, Non, je t'en prie, vas-y. la parole un peu promptement. En fait, il y a un truc qui peut éventuellement me rassurer. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais le Boxing Squad, c'est un gym qui parle beaucoup du fait que c'est un des gyms qui est le plus efficient sur le catch control. Ils ont même des ceintures, il en avait parlé dans une interview Casata, des ceintures qui distribuent aux gens juste par rapport au catch control, parce qu'ils en font beaucoup. Et il en parlait notamment par rapport à Virgil Hogan et Axel Sola à l'ARES. On voit qu'il y a vraiment, quand ils ont leurs adversaires dans cette position-là, on voit qu'il y a une science, il y a un truc qui est déployé qu'on voit pas forcément ailleurs. Mais bon, Shevchenko, c'est l'expérience. Je pense que le sparring et être devant X milliers de personnes, tu vois, face à Shevchenko dans une cage, c'est autre chose. Donc, ouais. En fait, le clinch, c'est toujours un peu le truc où tu peux gagner à l'expérience. Et effectivement, je pense que maintenant que tu le dis, c'est peut-être un des domaines où Shevchenko aura le plus de chance. Parce que au sol, pour l'instant, on n'a pas eu trop l'occasion de voir Manon sur son dos, notamment. Parce qu'elle on sait pas trop. C'est ça le truc, bien sûr. Donc on sait pas trop, on est sur JJB, tu vois, on sait pas si elle aura éventuellement des choses à proposer si Shevchenko commence à l'amener au sol. Moi je pense qu'effectivement, il faut pas concéder une seule amenée au sol, quoi. Il faut vraiment falloir combattre pour sa vie sur chaque tentative de Shevchenko. Et je pense que la clé, elle est là. Une fois que Shevchenko aura vu que Manon sera trop forte en défense et trop puissante, il y aura plus grand chose, ouais, quoi. Parce que le problème, c'est qu'au-delà de la défense de takedown, pour moi, l'enjeu, c'est pas tant ça, c'est le limiter un maximum le ground control de Valentina. Parce que finalement, te faire amener au sol, si tu te relèves, tu vois, il y a plein d'anciens kickboxers qui maintenant ont l'aptitude, ok, on travaille en plusieurs étapes, on passe les bras en dessous de la garde et tout, machin, on peut réussir à faire des choses. Si Manon, elle est mise au sol, par exemple, en plein milieu de la cage, ça peut être très très long. Et on l'a vu aussi contre Grasso d'ailleurs, même contre Taila Santos et tout, avant avec Valentina. Franchement, c'est une tannée. Parce que déjà, elle a des scrambles hyper rapides. Elle sait parfaitement se placer et elle est capable de frapper sur du side. Elle est capable d'aller chercher la montée. Elle est quasiment capable aussi d'aller chercher des crucifix, tout machin. Ça peut de te bloquer en crucifix et que ce soit terminé pour toi. Ouais, voilà. C'est ça. Donc ça, c'est mon gros warning, il est là pour Manon. Le ground control. Limiter un maximum le ground control. Lionel. Ouais, non, mais je plus sois tout ce que vous pouvez dire, mais c'est un combat où il peut tellement tout se passer, en fait. Quand tu vois le niveau technique de Valentina et quand tu vois ce que peut apporter Manon,
tout ce que vous avez dit est vrai et tout le contraire serait tout aussi vrai en fait. Moi je vais dès lors parler de la dimension peut-être mentale, effectivement. Je crois que c'est Uri qui a commencé à en parler. Qu'est-ce que, si le combat commence à se durcir dans le 3-4e round, l'attitude de Furo, voilà, comment elle sera. Moi je la trouve. Pardon je dis, vous êtes vraiment inquiet de ça, vous? Non, mais comme le dit Uri, non. Justement, j'allais te dire, elle dégage une sérénité, son camp, son coach dégage une sérénité presque perturbante, tu vois. Et moi, je pense que c'est pas du fake, ils le sont vraiment. Donc, je n'ai pas d'inquiétude particulière, mais après, comme l'a dit Ori, elle va malgré tout se trouver dans une configuration inédite. C'est un title shot contre peut-être l'une des gouttes du MMA féminin. Quand ça va rentrer dans les championship rounds, si jamais le combat est serré, si jamais elle est fatiguée avec le stress, la pression, qu'est-ce qui va arriver? Là, on ne sait pas. On rentre dans un domaine inconnu. Je lui fais confiance, j'ai pas peur pour elle, mais ça va possiblement poser des questions qui, par essence, n'auront jamais été posées. Alors que Valentina, elle va faire son je sais même pas combienième championnat du monde. Elle sera elle est chez elle, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais ça peut aussi jouer contre elle, parce qu'elle va rencontrer une fille qui a faim comme elle n'a jamais rencontré. Donc, de quel côté, franchement, que moi je prends le combat, tout peut se lire comme une qualité ou un défaut, tu vois, quelque chose pour ou contre, donc je sais pas, ça va être passionnant, vraiment ça va être passionnant. Et pour le coup, je vois pas, je m'avance un petit peu peut-être, hein, mais je vois pas comment le combat pourrait décevoir, tu vois, à ce niveau-là. Tellement, parce que même si ça s'emballe pas, même s'il n'y a pas de guerre, il y aura une telle opposition tactique et technique que ça va être passionnant, tu vois, il va y avoir à tous les niveaux. Et j'espère que l'UFC va nous laisser les coins, parce que je serais hyper intéressé d'avoir les indications des coachs, notamment de Cascata. Ah oui, pendant les coins, vraiment. On a en plus, enfin pour le coup, on est sur une référence en termes de coaching dans le combat. Tu sais, on dit parfois que certains, comment il s'appelle, peut-être on peut le dire de Eugene Berman, je sais pas si ça a déjà été dit, mais Trevor Whitman, voilà, c'est lui que j'avais en tête, des entraîneurs exceptionnels, mais des coachs où les choses sont un peu plus variables en fonction. Il n'y a pas de plan B, quoi, en fait, il n'y a pas d'adaptation dans le combat. Ouais, ou alors aussi la contrainte émotionnelle, elle vaut aussi pour les coachs, et parfois, tu sais, sous cette contrainte-là, ou sous cette chape de plomb, t'es dans un discours d'encouragement plus que sur un discours de réelle aide et de réelle tactique. Trevor Whitman, moi j'ai déjà entendu dire des choses à Justin Gaethje par exemple, où tu as l'impression qu'il est juste là de lui dire allez gros, c'est bon, oublie pas, va pas à la guerre, fais attention et vas-y, bah retourne-y quoi. C'est plus dangereux. Mais en même temps, tu vois, l'autre version du truc, tu vois, c'est le coach de Leon Edwards entre le 4e et le 5e round face à Ousmane, tu vois, qui n'est que dans l'émotion, tu vois, et au final, ça crée un moment de ouf. Il y a des combattants qui ont besoin de ça. Hein. Stop feeling sorry for your fucking self. Don't let him bully you, son. Exceptionnel. Accent londonien. Alors c'était fou, c'était incroyable. Il y a des combattants qui ont besoin de ça en vrai. Hein. Il y a des combattants, tu sens que l'ordinateur interne, en fait, il a un peu du mal quand tu t'envoies des consignes très précises en cours de combat. Et en fait, ils prennent beaucoup mieux un truc de ce style-là. Je pense pas que ce soit le cas de Manon, pour le coup. Mais pour revenir un peu sur le côté mental, effectivement, il n'y a pas d'inquiétude. C'est juste qu'on l'a pas encore vu, en fait. Ce moment d'adversité, ce premier moment d'adversité de Manon pour arriver face à Valentina Shevchenko. Et là, c'est un peu qui tout double, en fait. Mais on l'a déjà vu sur un 50 contre Blanchfield. Et pour le coup, ça a été très linéaire. Et on a pas de déperdition de cardio. Mais encore une fois, on n'est pas sur un combat pour le titre et on est sur un combat qu'elle maîtrisait de A à Z. Là, évidemment, il y aura des montagnes russes dans ce combat-là. Sauf, évidemment, mastering total de Manon, et c'est ce qu'on souhaite, évidemment. Je suis pas inquiet là-dessus parce qu'en plus, pour le coup, c'est un truc. Je repense à ce que Nassourdine Imavov m'avait dit quand j'avais fait le sujet là pour le mag, où il m'avait dit, pardon, le gros avantage avec Nicolas Haute, c'est que il a tellement cherché à me comprendre qu'il sait en toutes circonstances comment me parler. Et du coup, tu vois un Nicolas qui est capable de s'énerver. Il me l'avait dit lui-même. Il m'avait dit, il faut pas croire que je suis un tout gentil, un toutou, etc. Non. Je suis capable de m'énerver, mais dans certaines situations, j'ai conscience
que la meilleure manière de parler à Nassourdine, c'est de lui parler calmement, avec des infos claires, concises, efficaces. Ce qu'il dit, encore une fois, sur le dernier combat contre Adesanya, tu sais, limite, il vient le voir et dit, tu trouves vraiment qu'il est meilleur que toi en striking, Easy, là? Déclenchement, récupération des infos, et hop, 1 minute 30 après, c'est bouclé. Et Dieu sait que même si j'adore Nassourdine et Nicolas Haute, ça a fait du mal à mon petit cœur de fanboy d'Easy. Pour le coup, si on ne peut pas douter de la capacité qu'ont les deux à communiquer. Sauf si, vu que c'est un relationnel différent encore, il peut y avoir la surcom, mais franchement, je pense pas. Je pense que Kasata a très conscience de la fenêtre de tir qu'il a. Et qu'ils auront plus si elle fait une prestation merdique, Manon. Donc je pense que lui sera aussi au niveau. Tout comme Manon d'ailleurs. Ouais, moi c'est un 48-47 Manon pour moi. Allez, round 1, 2, 3 Manon et 4-5 Shevchenko. Allez, on va dire ça. Moi, je peux voir un finish en vrai. Hein. Franchement, un espèce de truc où physiquement elle prend trop le dessus, elle commence à la prendre en clinch, mettre des genoux, des trucs comme ça, tu vois, une espèce d'accumulation de dommages. Moi, mon cœur et mon cerveau biaisé partent là-dessus. Et toi, Lionel, rapidement? Moi, j'étais plus proche de toi. Moi, j'avais un 48-47 avec possiblement même un ou deux 49-46 si vraiment elle prend le dessus au niveau physique et au niveau puissance. Après, je me suis un petit peu calmé et je reviens plutôt vers un 48-47 qui me semble plus proche de la réalité. Surtout, en fait, parce que Valentina m'a l'air également, je lui reconnais ça, elle a l'air prête. Oh. Ah, on n'est pas sur un fossile en face. Hein. Et puis elle vient jamais en touriste, Shevchenko, pour le coup. Franchement, ça va être un sacré combat. On passe au main event, les gars, parce que mine de rien, c'est ce qui nous intéressait le plus, le co-main finalement. On a ce main event entre Belal Muhammad et Jack Della Maddalena pour la ceinture des welter. Belal qui a la ceinture, j'ai l'impression depuis 1 an et qui a toujours pas eu la foutue idée de la défendre. Bon, ça a été, c'était pas prévu comme ça, hein, on se rappelle. Hein, c'était Shavkat et c'était pas Jack Della Maddalena, mais quand bien même. Le fait est que on a un duel évidemment de style, un duel de striking, mine de rien, parce que depuis que Belal est passé du côté du team Eagle, il a développé du striking. C'est un lutteur évidemment supérieur à Della Maddalena. Quelle direction vous voyez vers ce main event, les gars, sachant que Jack Della Maddalena, dans une interview, disait quelque chose que je trouve très vrai, c'est que comme DDP, Muhammad, t'as l'impression qu'il a un striking horrible, mais en fait, il a un striking déroutant. Et donc, pour un aussi beau striker-boxeur que Della Maddalena, je pense que ça peut être parfois un poil relou. Ori. Ouais, par exemple, l'espèce d'uppercut qu'il met à Edwards au premier round, tu vois, c'est un truc qui vient d'un angle qui n'existe pas. Edwards, il est en mode garde, Philly Shell bizarre, et en fait, ça passe. Alors, c'est pas censé passer. C'est vrai qu'il a un striking assez déroutant, mais qui doit installer avec de la pression, avec du cage control et la lutte qui marche. Tu vois, si Della Maddalena repousse très bien les premiers takedowns, ça va être compliqué pour Belal de dérouler comme il le fait d'habitude debout. Moi, j'aime beaucoup Della Maddalena. Je trouve qu'il a une boxe qui est magnifique à regarder. C'est un mec qui combat comme s'il ne pouvait rien lui arriver en fait. Tu vois, il met des combinaisons de 4-5 coups, c'est magnifique, les marques viennent pas au menton, mais c'est assez dingue. Moi, je le trouve magnifique, hyper dangereux. Et en fait, je me dis qu'il y a une possibilité. Parce qu'on parle beaucoup du dernier combat de Belal où il prend la ceinture à Edwards comme une espèce de grosse domination, mais en soi c'était un combat qui était beaucoup plus serré que ça. Edwards à la fin il prend une top position, il lui met des coudes, il passe pas si loin de le finir. Je crois que c'est au 3e ou 4e round où Edwards il prend le dos pendant tout le combat. Voilà, donc Belal c'est pas non plus un espèce de Terminator qui est impossible à arrêter. Je me dis que si jamais Della Maddalena arrive à avoir les mêmes moments de creux que Edwards a réussi à imposer à Belal, il pourra peut-être en faire plus et être plus dangereux à ce niveau-là. Mais en même temps, il a battu Burns, mais c'est quand même pas le niveau de Belal, Burns. Donc le niveau d'opposition, le réel niveau de Jack Della Maddalena, on le connaît pas vraiment encore en soi. Un niveau de championnat, tu vois, bon, c'est la 3e ou 4e fois qu'on dit dans ce podcast, c'est assez ouf. Et puis dernier truc par rapport à ça, c'est un mec qui travaille avec Craig Jones de la Maddalena, oui. et en fait il a des scrambles et des manières de se relever qui sont incroyables. Ouais. Je sais pas si vous avez l'image en tête du moment où il se relève face à Burns juste avant de le mettre KO sur le genou. Il fait un espèce de truc de judo, il fait passer sa jambe.
Enfin, c'est des trucs de ouf qui, je pense, pour le coup, tu vois, tu parlais du striking qui peut dérouter un technicien comme JDM. Je pense que le sol de la Maddalena, dans le sens inverse, peut dérouter aussi un mec qui est en pression comme de la Maddalena, parce qu'il a vraiment, comme Belal, pardon, parce qu'il a vraiment des manières de sweeper, de se relever qui sont très propres à Craig Jones. Erceg, il a un peu les mêmes. Volkanovski contre Makhachev, pareil, tu vois, tu voyais qu'il le dérangeait, quoi. Donc voilà, la clé, ça va être de pas trop passer de temps en dessous et de réussir à capitaliser les moments où il est debout avec Belal, pardon. Mais si JDM a un très bon sol et notamment un sol défensif, il a été exposé et on peut quasiment considérer qu'il est trop faible pour Belal sur la lutte. Ça, Mais et dans le combat contre Burns, c'est bizarre, t'as presque l'impression qu'il n'y avait pas des masses de résistance sur la lutte, il se faisait un peu amener au sol facilement. Ouais, c'est clair que c'est pas quand tu vois les 2 premiers rounds contre Burns, tu t'es pas hyper confiant pour un match-up contre Belal. Lionel. Ouais, je sais pas. Ce combat, pour moi, il arrive un peu tôt pour JDM. Ouais, J'aurais bien aimé le voir avoir au moins 1 ou 2 combats supplémentaires pour prendre en expérience. Je trouve qu'il a un jeu qui est un peu unidimensionnel et je crains que ce combat soit un peu plus facile pour Belal qu'on le pense. L'affiche est belle, mais si Belal veut pourrir le combat, il le fera. Et il a largement de quoi le faire. S'il voit que c'est trop compliqué, alors je sais qu'il a déclaré que ce serait un combat de pure striking, flûte. Dès qu'il va s'en prendre 2-3, il va aller clincher, comme il sait si bien le faire. De l'histoire, Belal, c'est le pire. C'est le mec qui boxe comme Canelo, arrête. Ouais, non, mais le pire, c'est que quand il troll, personne réagit, c'est même un peu. Mais je pense que Belal il est trop physique, il a trop d'expérience et il peut pourrir le combat comme il sait le faire. Et ça peut être un combat pas très intéressant à regarder en fait, avec un JDM qui est trop limité dans ce qu'il propose et s'il se fait nullifier, il saura pas inverser la tendance et Belal va le prendre. Il y a un chemin où Belal peut le prendre de manière relativement, je mets des guillemets, tranquille. Quand on a vu surtout que JDM quand même contre Burns c'était compliqué, hein. Un Burns vieillissant pendant 2 rounds, il voit pas le jour et je crains moi que ça ressemble, et là tu vas savoir de quoi je parle Clément, mais au Ousmane Masvidal 1. Il y a un monde où on peut se retrouver dans pareille configuration, quoi, avec un Belal qui clinche pendant 5 rounds pour éviter la dangerosité debout de JDM et qui prend tous les rounds comme ça l'un après l'autre. Voilà, j'en serais bien. On est sur l'enjeu type de la lutte en fait. C'est la grosse clé du combat, mais ce que dit Ori peut s'entendre, ça reste un poil au stade de la théorie parce que moi j'ai besoin, comme toi Lionel, j'aurais aimé avoir besoin du main event de Fight Night par exemple, tu vois, où il combat en 5 rounds contre Sean Brady. Contre Sean Brady, ça aurait été nickel, tu vois. Et là on l'a pas. Et ça, moi j'avais besoin de ce point de passage là. Parfois je peux entendre certains fast track. Moi JDM comme Ori, je le kiffe parce que j'aime la boxe et parce que j'aime ça. Il combat dans la poche, il est ultra dangereux dans la poche. Mais je pense pas Belal suffisamment con pour se laisser avoir dans la poche. Il va descendre de niveau direct et il va le lutter en fait. Donc c'est compliqué. Après, De La Maddalena a des très bons déplacements latéraux sur les avant-arrière. Il est très bon sur les déplacements d'une manière générale. Mais même le cardio, on le connaît pas le cardio de JDM, tu vois. C'est quand même dommage. Parce qu'en fait, on pourrait se dire, ouais, effectivement, il a mis KO Burns au 3e round après s'être fait dominer. Mais tu vois, s'il prend 2 rounds de domination au sol et contre la cage, contre Belal, ce sera pas la même mayonnaise, tu vois, je pense. Je suis pas sûr qu'il ait la force de. Tu vois, moi j'avais tendance, effectivement, en fait, t'as raison, ce que je viens de dire, c'est la théorie, quoi. J'avais tendance à me dire que il pourrait peut-être être un peu plus conquérant sur les fenêtres d'opportunité qu'il aura, tu vois. Mais encore une fois, t'as raison, ça reste de la théorie. On sait pas comment un mec réagit quand il s'est fait taffer par un mec comme Belal, ultra puissant. C'est pas du tout pour te décrédibiliser, c'est juste que la grille de lecture qu'a Lionel et que j'avais moi aussi du combat contre Burns nous montre que c'est pas suffisamment éloquent et fort sa performance sur la défense de lutte pour être aussi significatif. On va voir, mais pour moi, il est là le gros enjeu. On est quand même sur la force première de Belal contre quelque chose qui a été exposé à tort ou à raison contre Burns. Donc j'ai peur en fait qu'on soit sur 5 rounds absolument insipides et sur un regen
Masvidal Ousmane, même si personne n'a envie de revoir ça évidemment. Mais ouais, l'UFC des fois grille un peu des contenders comme ça. Ouais. Tu vois, parce que pour des questions de calendrier, parce que chaque date était plus dispo, parce qu'il fallait un main event, il fallait un combat masculin pour une ceinture sur cette carte-là. Tu vois, ils avaient fait pareil avec Roundtree qui méritait pas son title shot, qui était classé je sais plus combien. Même Ursek contre Moreno, tu vois. Enfin, ils le font de plus en plus, ce truc-là de donner sa chance à un mec qui est pas vraiment méritant et qui du coup se grille un peu. Ce serait franchement dommage pour le coup que il soit saboté sur un truc comme ça, JDM, parce que je pense que c'est un mec qui a vraiment du potentiel. Mais écoute, moi j'ai envie de croire un peu au Père Noël sur ce combat-là. Ouais, il peut le drop, sachant qu'en plus, Belal, c'est pas ni un chin ni une garde insubmersible, quoi. Ouais, contre Luke, il prenait des coups, il a déjà pris des KO à l'UFC. Ouais. On l'a vu en difficulté à ce niveau-là. Ouais. Et pour le coup, JDM frappe très fort. Est-ce que vous voulez rajouter un truc, les gars, sur ce duel, ou on s'arrête là pour la preview? Non, c'est bon pour moi. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Bah, j'ai plus qu'à vous remercier tous les deux, les gars, Ori et Lionel, pour cette preview complète de l'UFC 315. Finalement, comme d'habitude, en fait, on peut se plaindre au début, mais on trouve toujours des enjeux à dégager une fois qu'on commence à se lancer dans la parlotte et dans la chat. Donc, grand bien nous fasse. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, encore une fois, je fais mon influenceur, mais n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast que vous écoutez, sur Spotify, sur Apple, sur Deezer, tout ça. Et à nous suivre désormais sur YouTube, parce que désormais vous avez la possibilité de voir notre superbe crinière, notamment Harry et moi, donc sur cette plateforme-là. Donc visiblement certains voulaient qu'on soit sur YouTube, donc vu qu'on est des bons soldats, on s'exécute. Merci beaucoup à tous les deux, et puis on se dit à dimanche ou lundi pour le débrief comme d'habitude. Yes. Merci. Bonne semaine. Ouais, ciao.